Bonsoir, Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 25. Moins il y en aura, mieux ce sera. Les autorités ont sérieusement serré la vis et les contrôles. Celui qui faisait un tour complet de l'échangeur de Saint-Romain aujourd'hui s'exposait à 3 contrôles. Un par la police monégasque à la sortie du boulevard d'Italie, un par la police française sur le pont et encore un autre par la police monégasque. Et il y a même eu aujourd'hui un contrôle des contrôles réalisés par les hautes autorités monégasques. Et attention, si jamais vous passiez devant le Monte Carlo Beach, il fallait être muni d'une attestation française, même pour parcourir quelques centaines de mètres. Et le message est simple tout de même. S'il vous plaît, restez chez vous, le coronavirus, il est dehors. Depuis l'annonce par Emmanuel Macron de la fermeture des écoles le 12 mars, la plupart des mesures en France ont été prises dans la foulée en principauté. Vendredi, en revanche, c'est Monaco qui a pris les devants en annonçant la prolongation du confinement avant la France. Qu'est-ce que cette crise nous apprend sur la relation franco-monégasque? Nous serons en duplex avec Frédéric Laurent, l'auteur du documentaire sur la souveraineté monégasque. Nous rejoindrons également dans cette émission le champion de cyclisme Philippe Gilbert. Le Tour de France n'a pas encore été annulé. Alors, comment s'y prépare-t-il? A-t-il d'ailleurs le droit de s'entraîner dans les rues de Monaco? Nous verrons cela. Mais tout de suite, le point info avec vous, Alexandra Pani. Bonsoir Yann Anthony. Dans ce point information, on revient sur cet entretien du prince Albert II accordé au journal L'Équipe ce samedi. Le souverain a évoqué la situation exceptionnelle que connaît actuellement le monde du sport. La principauté est directement impactée par les reports ou l'annulation de ces événements. On pense notamment au Rolex Monte Carlo Masters et au Grand Prix de Formule 1. Il a précisé que l'incertitude subsiste sur l'organisation du meeting de natation Mare Nostrum et du jumping de Monte Carlo qui doivent avoir lieu en juin. Président du comité olympique monégasque et membre du CIO, le prince Albert II s'est également exprimé sur le report des Jeux olympiques en 2021. Une décision selon lui qu'il fallait prendre et qui s'imposait. Enfin, toujours dans cette interview donnée au quotidien sportif, le prince souverain imagine comment le sport pourra se renouveler une fois sorti de cette situation de crise et parle avec franchise de l'AS Monaco. Et en ce week-end de Pâques et début de vacances scolaires de la zone B, l'on a pu remarquer dans les rues de la principauté que la présence policière s'est intensifiée. Ce samedi matin, du côté du rond-point de Cap d'Aille à l'entrée ouest de la principauté, les agents de la sûreté publique étaient accompagnés du ministre d'État Serge Tel, du conseiller pour l'intérieur Patrice Hilario, du directeur de la sûreté publique et du sous-préfet Nice-Montagne. Ils sont venus s'assurer du bon déroulement des contrôles des déplacements. Justement, pour vous donner quelques chiffres, ce samedi, 1032 véhicules, 351 deux roues et 148 piétons ont été contrôlés, 8 PV distribués. Depuis le 19 mars, ce sont 24 414 voitures, par exemple, qui ont été contrôlées et 65 procès-verbaux établis. En cette période de crise sanitaire, les besoins en sang ne faiblissent pas. Il est important de le rappeler. Malgré le confinement, il est toujours possible de donner son sang. Pour renforcer la protection des donneurs et des équipes, le centre de transfusion sanguine propose en ce moment uniquement les collectes sur le site du CHPG, 3 jours dans la semaine. Appelez le centre pour prendre un rendez-vous au 97 98 98 20. Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site www.chpg.mc dans la rubrique Don du sang. Et faites comme Lisa, donnez l'exemple, donnez votre sang. Merci Alexandra. Alors, pour faire un point sur les relations franco-monégasques, dans le cadre d'une crise sanitaire telle que celle-ci, nous retrouvons à présent l'auteur du documentaire sur la souveraineté monégasque. Bonsoir Frédéric Laurent. Bonsoir. Ce qu'on entend beaucoup depuis le début de cette crise sanitaire, surtout avec le début du confinement, c'est qu'il suffit d'attendre quelques heures pour voir prises les mêmes mesures à Monaco qu'en France, à l'exception, une fois n'est pas coutume, de vendredi, où c'est Monaco qui a annoncé, avant la France, une prolongation des mesures de confinement, de la durée du confinement. Est-ce que cette crise sanitaire, selon vous, Frédéric Laurent, nous apprend des choses sur notre souveraineté et peut-être les limites de notre souveraineté? Là, je crois qu'on est dans un cas particulier qui est celui d'une crise sanitaire. Alors, je vois difficilement la principauté qui est enserrée dans la France, qui a ce que j'appellerais une sorte de continuité territoriale avec son grand voisin, puisqu'on pénètre
en principauté très facilement, même si aujourd'hui il y a des règles qui ont été instaurées, mais ces règles, elles sont nouvelles, hein, d'une certaine manière. C'est quand même difficile pour la principauté de prendre des décisions qui seraient en contre-pied de celles françaises, lesquelles d'ailleurs tentent de s'harmoniser avec celles de ses autres voisins, avec l'Italie et avec l'Allemagne. Aujourd'hui, effectivement, l'ensemble de l'Europe est confiné. Ce serait très difficile pour la principauté d'avoir une politique différente, simplement quasi impossible. Ok, alors vous parlez de continuité territoriale, très bien. Alors, parlons d'un autre pays européen qui est certes beaucoup plus grand que Monaco et qui a des frontières plus marquées, la Suisse par exemple. La Suisse, elle est au cœur de l'Europe, elle est bordée par la France, par l'Allemagne, par l'Autriche, par l'Italie, qui ont toutes des mesures de confinement. Et la Suisse, elle, c'est du semi-confinement avec une poursuite de l'activité économique. Oui, mais enfin, on ne passe pas de France en Suisse ou d'Allemagne en Suisse comme on passe de Monaco à la France ou de la France à Monaco. C'est déjà ça. Enfin, je vous rappelle que la Suisse n'est pas dans la communauté européenne, elle n'est pas dans l'espace Schengen, elle n'est pas dans Maastricht, mais elle est quand même dans une situation très particulière. Et ce n'est pas si facile que ça de passer les frontières aujourd'hui entre la France et la Suisse. C'est très difficile pour la principauté de prendre certaines décisions qui contreviendraient avec les Françaises, en particulier des décisions d'ordre sanitaire. C'est impossible, c'est le bon sens. Je veux dire, si on fait un peu d'histoire, il y a la souveraineté de la principauté, le fait que la principauté soit souveraine et c'est ce qu'elle est d'une certaine manière aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elle doit prendre le contre-pied de ce que fait son grand voisin. Et de la même manière, si on s'en tient le fameux article 1 du nouveau traité franco-monégasque qui a introduit la notion de communauté de destin, ce n'est pas parce qu'il y a une communauté de destin entre la principauté et la France qu'elle engage la principauté à calquer toutes ses décisions sur celles de la France. Mais c'est ça, mais sans parler de prendre le contre-pied des mesures. En matière de sécurité, par exemple physique, en temps normal, la lutte contre la criminalité, ce n'est pas tout à fait la même approche en principauté par rapport aux communes ou au reste des territoires qui nous entourent. C'est ça, c'est dans l'approche, on aurait pu avoir une gradation différente. Oui, mais là, on est dans l'urgence. Je pense que si on était dans un moment terroriste urgent, je ne pense pas que la principauté prendrait des décisions qui seraient différentes de celles de la France. Là, on est dans l'urgence. On est dans un moment de violence, une sorte de violence impalpable, mais c'est quand même une violence réelle. Donc, je vois difficilement la principauté souveraine qui irait contre ses propres intérêts, qui sont les mêmes que ceux de son grand voisin. D'accord, donc on a des intérêts liés et on fait même partie du dispositif français. C'était intéressant parce que dans cette émission, nous avions l'ambassadeur de France ici en principauté, Laurent Stefanini, qui nous expliquait que dans ces télégrammes au Quai d'Orsay pour convaincre les autorités françaises d'envoyer des masques en principauté, il disait que le CHPG faisait partie du dispositif français, que beaucoup de médecins étaient français et que beaucoup de patients étaient français. Et que donc, en envoyant des masques en principauté, particulièrement pour le CHPG, la France cédait elle-même. Ça va même plus loin. La majorité des patients du CHPG sont français. La moindre des choses, c'est que la France délivre des masques à la principauté si elle en a besoin. C'est en dehors du CHPG. Donc la notion de souveraineté dans un cas comme ça, si je vous entends bien Frédéric Laurent, parce que vous êtes un spécialiste de la question, vous avez réalisé un documentaire là-dessus, c'est de dire oui, Monaco est souverain dans la mesure où la principauté est libre de prendre ou non des décisions, de suivre ou non les décisions françaises, mais dans un souci de pragmatisme et d'efficacité, il faut les suivre. Ça me semble logique. C'est d'efficacité monégasque, j'entends, hein, pas seulement de se conformer à une efficacité française. Si effectivement la France prenait des dispositions qui seraient farfelues, je comprendrais que la principauté ne les prenne pas. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'elle prend peut-être pas assez de décisions de contrainte. Et que la principauté le fasse, je trouve ça très très bien. C'est une question de bon sens, les rapports entre la principauté et la France, parce que
il y a tellement d'imbrications politiques, économiques. L'imbrication économique entre les deux pays est totale. Donc, c'est difficile pour la France de prendre des décisions locales, hein, qui contreviendraient disons, au bon fonctionnement de la principauté. Et de même, c'est difficile pour la principauté d'aller contre un ensemble dans lequel elle est insérée. Si la principauté était une île au milieu de la Méditerranée, je crois que les choses seraient très différentes. Et la principauté aurait été souveraine depuis très très longtemps, ou alors elle aurait disparu. Mais sa souveraineté aurait été acquise depuis très longtemps. Voilà. Merci beaucoup Frédéric Laurent d'avoir accepté de participer à cette émission. À bientôt et portez-vous bien. Merci. Allez, c'est parti pour les infos pratiques avec Alexandra Pani. Yann Anthony, en cette période de confinement, le monde de la culture s'organise pour continuer d'offrir à son public un accès à ses œuvres. On vous avait déjà parlé dans cette chronique de différents musées à travers le monde qui proposaient notamment des visites virtuelles de leurs collections. Ici, le nouveau musée national de Monaco a adapté sa programmation. L'exposition consacrée au décor lumineux d'Eugène Frey à la Villa Paloma est ainsi prolongée jusqu'au 30 août. L'exposition Shimabuku prévue cet été ouvrira finalement au mois d'octobre. De même du côté de la Villa Saubert pour le projet Artifice instable, histoire de céramique qui devait avoir lieu au printemps. Il est lui aussi reporté à l'automne. Et en attendant le retour du public dans ces deux musées, le NMNM en profite pour alimenter ses réseaux sociaux d'œuvres abritées dans ses réserves. Printemps et confinement peuvent donner des envies de jardiner à certains. Nous avons recueilli les conseils du chef du Monte Carlo Beach, Pascal Garrigue. Il vous explique en 4 points comment créer son potager. Le premier point primordial, choisir le lieu le plus ensoleillé de votre jardin. Les plantes ont besoin d'au moins 6 heures de soleil par jour. Gardez en tête qu'il faut espacer les plants de 70 cm et laisser environ 50 à 60 cm entre 2 rangées. Conseil numéro 2, la préparation du sol et l'arrosage au printemps, labourer avant de planter. Une terre riche et légère garantit une belle récolte. Pour l'arrosage, le goutte à goutte est un système sûr et économe. Concernant le choix des plantations, le chef recommande de privilégier la saisonnalité. Espacez tout au long des saisons vos plantations pour récolter vos légumes toute l'année. Dernier conseil, l'entretien et le paillage. La plantation de légumes sollicite le sol. Il faut donc apporter de l'engrais régulièrement. Ces conseils sont à retrouver en détail sur le site de la SBM dans la rubrique Inspiration. Et rassurez-vous, si vous ne disposez que d'un balcon, vous pouvez appliquer ces conseils au kit pour potager que l'on trouve dans le commerce ou fabriquer vous-même votre parcelle avec des cadres en bois tapissés d'une toile étanche. Et n'oubliez pas de partager avec nous vos plantations avec le hashtag Réseau Malitia. Merci Alexandra. Nous retrouvons à présent sur le Rocher un résident monégasque qui a été champion du monde de cyclisme sur route. C'est le dernier vainqueur du Paris-Roubaix, qui d'ailleurs aurait dû se dérouler demain. C'est l'un des meilleurs coureurs cyclistes belges de l'histoire. Bonsoir Philippe Gilbert. Bonjour. Ah, ça nous fait grand plaisir de vous avoir dans l'émission. Est-ce que vous arrivez à vous entraîner là, lors de ce confinement en principauté ? Disons que c'est un peu compliqué, on est bloqué à la maison, donc sur le home trainer, et voilà, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais on est comme tout le monde, on s'adapte. Ah, d'habitude, vous faites jamais de vélo d'appartement, là, de ce que vous appelez vous le rouleau, c'est toujours à l'extérieur. Ouais, voilà, j'en fais des fois le matin, genre, je veux dire quand c'est des sorties d'1 heure, bon, quand on connaît le trafic qu'il y a normalement le matin, c'est compliqué de sortir pour uniquement faire 1 heure. Donc ça, c'est les sorties que je fais sur rouleau, ou alors juste après l'entraînement pour faire un décrassage, mais c'est 15-20 minutes. Mais ici, bon, c'est la majorité de mon temps qui est passé sur les rouleaux. Mais attendez, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas monté sur un vélo, alors un vrai vélo ? Là, justement, jusqu'il y a quelques jours, c'était toléré encore en principauté pour les cyclistes professionnels, mais ça a changé il y a pas longtemps. Donc voilà, on s'adapte et on reste à l'intérieur. Donc jusqu'à il y a 3 jours, vous étiez quoi, à l'intérieur du territoire monégasque ou bien vous partiez sur la moyenne corniche, la grande corniche ? Voilà, je restais bien entendu sur le territoire monégasque et on avait réussi à faire un tour de 11 km quand même qui partait, je partais moi du Rocher, je descendais, j'allais jusqu'au Larboton. Je repassais par la voie rapide jusque Fontvieille et je remontais par l'hôpital.
Et ça faisait un tour de 11 km, donc on le faisait 3 voire 4 fois, donc ça faisait une petite heure de vélo donc à l'extérieur. Et ensuite, je rentrais et je refaisais entre 1 heure et 1 heure et demie sur le home trainer. Et ça me permettait d'avoir une variation et puis au moins de prendre l'air. Et je veux dire, nous, cyclistes, la course à pied n'est pas trop conseillée. Donc vous aviez le droit jusqu'il y a 3 jours en tant que cycliste professionnel de continuer à exercer votre sport. Donc vous n'avez plus le droit maintenant. Parce qu'on a vu que les contrôles s'étaient renforcés. Donc qu'est-ce qui se passe? On s'est fait arrêter et puis bon, on a compris le message et je veux dire, à Monaco, on se connaît quand même tous. Donc on a compris aussi le fait on doit être, en tant que personne publique, on doit montrer l'exemple. Donc à partir du moment où nous a fait comprendre que maintenant, il fallait arrêter, surtout à l'approche des vacances, etc. Et voilà, on a rangé le vélo et on se restreint à des séances home trainer. Mais attendez, quand il y a un policier monégasque qui arrête Philippe Gilbert, le vainqueur du Paris-Roubaix de l'an dernier, l'ancien champion du monde, il vous a pas mis une amende quand même, si? Non, mais je pense qu'il n'y a pas de passe-droit. Je pense qu'à Monaco, vous avez pris une tout le amende? monde est connu ou reconnu parce qu'il a fait quelque chose. Et je pense que de toute façon, tout citoyen est égal face à la loi. Donc, je pense pas que parce que j'ai gagné Paris-Roubaix il y a 1 an, j'ai plus de droits qu'un autre. Donc vous avez pris une amende. Ouais. Et de combien? C'était combien l'amende? C'était pas 200 euros. Non, c'est 100 euros l'amende. Donc, Philippe Gilbert, justement, vous êtes un sportif de haut niveau, l'équipe Lotto Soudal, vous devez toujours participer au Tour de France cette année qui doit commencer le 27 juin jusqu'au 19 juillet. L'épreuve n'a toujours pas été annulée par ASO, l'organisateur du Tour de France, et évidemment Christian Prudhomme. Vous vous préparez pour le Tour? disons que là, en l'état, on attend un nouveau calendrier. Donc, toutes les courses jusqu'à présent ont été suspendues au sein de l'UCI. Et on attend un nouveau calendrier ils sont occupés de réformer la saison, essayer de retrouver des dates, replacer les organisations qui ont été pour le moment reportées ou annulées. Et tout ça, voilà, c'est un travail un peu compliqué parce que je pense que personne ne connaît exactement les dates de déconfinement de chaque pays, ni les conditions. Donc, on ne sait pas, par exemple, si un pays va être en déconfinement, est-ce qu'il aura le droit d'avoir des personnes étrangères qui vont de nouveau arriver sur leur territoire. Donc, voilà, moi étant à Monaco, je ne sais pas si j'aurai le droit, par exemple, de partir en France, en Belgique, en Espagne, en Italie pour courir, ou si j'aurai uniquement le droit de rester Monaco ou la France. Donc, je pense que toutes ces incertitudes font que c'est très compliqué de refermer un calendrier cycliste. Surtout avec l'annulation des classiques, là, parce que ça se prépare, un Tour de France. C'est la grande épreuve de l'année, mais ça se prépare. Ouais, je veux dire, les classiques surtout. Moi, c'était mon objectif numéro 1 cette année, de nouveau, avec le Tour des Flandres qui était la semaine passée, le Paris-Roubaix qui est demain. Dans les dates prévues. Je veux dire, là, actuellement, ça devrait être le summum de ma saison. Et ensuite, on se dirigeait vers le Tour de France et puis les championnats du monde qui sont un peu mes 3 moments de l'année. Mais voilà, le premier volet a été annulé. Et maintenant, on espère tous, que ce soit équipe, sponsor et coureurs, d'avoir le Tour de France au programme. Si Christian Prudhomme vous appelle et dit « Philippe, explique-moi, toi tu ferais quoi ?» Entre, évidemment, un huis clos pour le Tour de France, c'est l'épreuve populaire par excellence. Il y a, je crois, 10-12 millions de gens qui sont au bord des routes lors de l'épreuve, lors du Tour de France. C'est pas envisageable, un huis clos. Est-ce qu'un report, c'est envisageable? Je ne sais pas, en fonction de vos calendriers. Et puis alors, une annulation, ça aurait des conséquences économiques terribles pour beaucoup d'équipes. Ouais, je veux dire, on sait tous que le sport cycliste est un sport populaire où le public est présent et est souvent très nombreux. Donc, c'est difficile d'imaginer une course sans public. Mais je veux dire, on a eu cette année avec le Paris-Nice une expérience quand même qui nous a servi et qui nous a permis de voir qu'on peut quand même organiser des courses cyclistes avec un public tenu à distance, avec beaucoup de règles vis-à-vis
Des médias également, très peu de contacts directs, et si contact il y a, avec des distances respectées. Donc tout ça, tous ces protocoles avaient été mis en place déjà sur le Paris-Nice, ce qui nous a permis d'aller jusqu'à l'étape de la Colmiane samedi. Donc voilà, on était déjà au début du problème du coronavirus en France, et voilà, on avait réussi à trouver des solutions. Maintenant, savoir si ça va pouvoir s'adapter au Tour de France, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, on a vu que c'était une possibilité qui pouvait fonctionner. Vous avez également, Philippe Gilbert, on le sait tous en principauté, un commerce rue des Açores. Il est fermé, il est ouvert. Comment fonctionne-t-il actuellement? Ben, en fait, il y a eu une liste qui est parue sur le gouvernement monégasque, comme tous les gouvernements, et vu qu'on fait partie de la mobilité avec les cycles, on a le droit d'ouvrir, mais voilà, vu que tout le monde est renfermé chez soi, on a décidé de fermer, de faire uniquement une permanence pour les entretiens de vélo, parce qu'on sait quand même que les gens peuvent se déplacer à vélo pour aller faire leur commission, acheter la nourriture ou des déplacements de nécessité extrême. Donc, on a décidé de faire une permanence pour voilà, les gens qui ont des problèmes avec leur vélo et que c'est leur seul moyen de déplacement. Et jusqu'à présent, on a pu dépanner quelques personnes qui étaient dans le besoin. Donc, on a rempli notre rôle comme on pouvait. Voilà, la solidarité entre cyclistes. Merci Philippe Gilbert d'avoir accepté de participer à cette émission. C'était un grand plaisir de vous avoir. Avec plaisir. Merci à vous. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, il n'y en a que pour le coronavirus. C'est parti pour le best-of des réseaux sociaux. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only skies. Imagine all the people living for today. Bon, c'est pas terrible. Véro, tu pourrais me mettre du playback pour que ça sonne mieux? Ah oui, c'est quand même mieux. Monaco face au Covid-19, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19h, tout le temps de cette crise. À demain sur Monaco Info.